Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau webinaire de l'essentiel qui aujourd'hui sera sur une thématique juridique. Les bonnes pratiques à garder en tête. Petit rappel d'usage, vos micros sont désactivés, vous pouvez poser vos questions via le chat et on répondra à ces questions en fin de session. Donc, on prendra bien note de vos questions pour y répondre autant que faire se peut. Et puis, le webinaire, il est enregistré. Donc, après la session, vous recevrez par mail le lien vers le replay et avec le support. Je vais laisser les deux animateurs du jour se présenter et je vous souhaite une très bonne session. Merci Solène. Cyril, je te laisse l'honneur de te présenter en premier. Merci Frédéric. Donc Cyril Petit, expert comptable commissaire aux comptes. Donc j'interviens en Alsace-Moselle. Je suis référent association aux côtés d'Emmanuel Serrano. Frédéric, à toi. Donc Frédéric Mazel, je suis également expert comptable et commissaire aux comptes. Je suis associé en Provence, dans cette belle ville d'Aix-en-Provence, où je suis également le référent association pour la partie Provence. Donc aujourd'hui, nous allons évoquer le sujet du juridique dans les associations, les bonnes pratiques juridiques dans les associations. Au niveau, notre intervention sera essentiellement organisée en 3 parties. Le cadre juridique qui sera présenté par Cyril, et une seconde partie sur l'organisation juridique de la gouvernance, où Cyril et moi interviendrons. Et on fera, pour finir, 2-3 focus pratiques sur des questions qui peuvent vous intéresser. Cyril, si tu veux rajouter quelque chose, sinon je te passe la main sur le cadre juridique. Merci Frédéric. Donc on va aborder le cadre juridique et tout particulièrement, on va commencer par le début de l'association avec son projet associatif et juridique. Donc ce projet permet en fait d'avoir une identité collective et c'est un outil de pilotage. Tout d'abord, c'est une démarche constructive et prospective. Donc, ce sont des réunions qui s'opèrent parmi les futurs membres de l'association. Ça permet d'avoir une réflexion coordonnée sur l'avenir et l'évolution des activités. Ensuite, ça permet aussi une création de l'adhésion interne par la clarification d'objectifs de développement. Ensuite, il va s'agir de communiquer avec des partenaires extérieurs, publics, privés, dans le cadre de l'obtention de financement, notamment, de partenariats, de coordination. Et ensuite, on va anticiper les moyens nécessaires à la réalisation de ces objectifs avec la mise en place de tableaux de bord, de tableaux de suivi pour arriver à créer une émulation globale. Donc, c'est une projection vers un futur souhaité. L'absence de projet associatif peut laisser place à un flou. Donc, il est mieux de commencer par cette étape-là. Avant même, pour compléter, Cyril, avant même peut-être de parler de statut et autres, vraiment le projet associatif, on peut dire que ce sont les fondations même de l'association ou les plans de la maison que l'on souhaite construire. Exactement. Ensuite, on va suivre cette réflexion commune par la gouvernance, qui est le fruit d'une négociation entre les membres. C'est aussi un mode de pilotage et de décision, puisqu'on traite ici de l'exercice et du partage du pouvoir, comme du partage de la responsabilité. On s'interroge également sur la démocratie interne de cette structure et sur les bonnes manières de s'organiser ensemble. Il est nécessaire aussi, dans le cadre de cette gouvernance, d'avoir un représentant auprès des tiers, ainsi que d'une direction qui permet la réalisation de l'objectif social. Donc, ça sera les membres du bureau qui seront identifiés dans le cadre de cette négociation. Et ensuite, la liberté contractuelle fonde le contrat d'association puisqu'elle autorise les signataires fondateurs à imaginer la future organisation au sein de l'association. Si on évoque maintenant le cadre statutaire. Alors, le cadre statutaire, c'est effectivement les règles du jeu, du fonctionnement de l'association.
il va falloir choisir quel modèle statutaire on utilise, puisqu'il peut y avoir différents types d'associations. Tout d'abord, la petite association de proximité. Généralement, c'est une association de bénévoles. C'est un fonctionnement souple avec une gouvernance allégée et participative, avec un bureau qui est fort au niveau pratique, au niveau de ce qui va être fait, l'organisation des activités, des animations. Il peut y avoir aussi des associations de membres, donc ce sont plutôt des associations fermées, des associations locales qui sont réservées à certains membres, mais on ne va pas viser l'intérêt général dans ce cadre-là. Il peut y avoir des associations là beaucoup plus importantes, partenaires de pouvoir public, qui visent, elles, l'intérêt général, puisque là, on va relever du mécénat dans le cadre de l'article 200 du CGI. Et il peut y avoir d'autres associations qui visent des débouchés économiques et professionnels. Donc, il y aura en fait une véritable activité économique avec éventuellement des facturations à des tiers. Il peut aussi y avoir des activités lucratives dans ce cadre-là, à condition qu'elles soient aussi mentionnées dans les statuts. Et cette association peut être fiscalisée. Le cadre statutaire est important, on va le dire et le redire tout au long de nos slides, hein, ce sera un peu un leitmotiv. On parle de liberté contractuelle pour le contrat d'association, mais ce qui nous semble important là-dedans, c'est d'avoir un cadre statutaire, et on va y venir, des statuts qui soient adaptés à l'organisation et à la taille de votre association. Il faut quelque chose qui soit léger si on est une petite association, qu'on veut être agile. Il faut quelque chose de plus structuré si on est une grosse association. Et ça, c'est un point qui nous semble aujourd'hui extrêmement important. Alors, les mentions obligatoires dans les statuts, on peut avoir les statuts d'ancienne France, on va dire, hein, loi 1901. Donc, ceux-là sont signés par 2 personnes et je suis obligé d'en parler puisqu'en fait, je suis originaire de cette partie-là. On a aussi le droit local en Alsace-Moselle où en fait, on a une différence puisque les statuts doivent être signés par 7 personnes. Donc, ces statuts doivent obligatoirement mentionner certaines informations, donc la nomination de l'association, son objet, sa durée, son siège social, les conditions d'entrée aussi dans l'association, les conditions d'admission et de sortie de radiation des membres, les règles d'organisation, de fonctionnement et la détermination aussi précise des pouvoirs attribués aux membres chargés de les administrer, sachant que cette règle de fonctionnement peut aussi être précisée dans ce qu'on verra être le règlement intérieur. Oh. Il y a aussi des conditions de modification des statuts qui sont spécifiées, ainsi que les conditions de dissolution de l'association, donc la fin de la structure, avec les règles d'attribution des biens en cas de dissolution. Donc ces statuts, il faut se rappeler que c'est l'acte fondateur de l'association, c'est vraiment la référence, sachant que ces statuts, il n'y a pas de modèle précis, ils peuvent être adaptés en fonction du souhait des fondateurs. Donc Cyril, tu viens d'évoquer la notion de règlement intérieur. Quelle est aujourd'hui cette articulation justement entre les statuts et ce règlement intérieur? Alors le règlement intérieur, il n'est pas forcément réalisé en même temps que les statuts, ils peuvent être conçus postérieurement. Il vise à préciser les statuts, puisqu'on ne va pas aller dans le détail du détail dans l'élaboration des statuts. On utilise le règlement intérieur pour préciser les choses. Donc, comme indiqué, il précise et complète les statuts. Il vise à définir les règles de fonctionnement, d'utilisation des installations, le rapport entre l'organisation associative et ses membres, le paiement des cotisations, les procédures, puisque les procédures et les processus administratifs peuvent aussi être intégrés dans ce règlement intérieur,
et il précise aussi les sanctions disciplinaires. Il peut également être utilisé pour préciser les règles de délégation, notamment pour ce qui concerne un directeur salarié, et il vise aussi à préciser les règles de finance et de comptabilité qui ne sont pas forcément très précises dans les statuts en général. Cyril, quelques mots également sur le contrat d'engagement républicain? Oui, on va faire un petit focus sur le contrat d'engagement républicain, puisque c'est une nouveauté qui émane de la loi séparatisme, donc qui vise à préciser les 7 engagements, notamment la laïcité, l'égalité, la non-discrimination et le respect de la dignité de la personne humaine. Donc, les associations ont un devoir d'information de leurs membres, c'est-à-dire qu'en fait, ce contrat d'engagement républicain, il doit être annexé au statut en général, il peut être annexé au règlement intérieur, il doit être diffusé sur le site de l'association, il peut être affiché également. Donc, des obligations renforcées pèsent sur les associations sportives, puisqu'elles doivent veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, notamment des mineurs, et notamment aussi s'agissant de violences sexistes et sexuelles. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que si les dirigeants de l'association ont connaissance d'agissements qui sont contraires à ces principes, à ces engagements, ils doivent les faire cesser et prendre des mesures rapides, nécessaires au regard du règlement intérieur ou des statuts. À propos de statut, aujourd'hui, quels sont donc les registres obligatoires qui doivent être mis à jour dans une association? Alors, les registres obligatoires, ce sont ceux qui modifient les statuts, notamment la composition des instances dirigeantes. Euh, donc, cette déclaration doit être réalisée dans les 3 mois auprès de la préfecture. Euh, et en cas de modification des statuts ou du règlement intérieur dans certaines associations, l'obligation déclarative est la même et dans les mêmes délais. C'est important parce que la non-mise à jour de ces registres obligatoires peut avoir des conséquences importantes lorsque l'association vise à se transformer, notamment lorsqu'il y a des projets de fusion d'associations qui modifient le fonctionnement de manière profonde de l'association. Alors, à côté de ces registres obligatoires, on a des registres facultatifs. Alors, pour une bonne gestion de l'association, il est préférable d'avoir un registre des délibérations et des procès-verbaux qui permet à l'association de prouver le contenu et la régularité des décisions prises par les instances. Il peut s'agir en fait des décisions du bureau, des décisions du conseil d'administration, des décisions d'assemblée générale. Euh, Et les statuts ou le règlement intérieur peuvent imposer la rédaction de ces procès-verbaux et désigner la personne qui est en charge de la tenue de ce registre. Donc, pour éviter toute contestation ultérieure, on vous recommande la tenue de ces registres facultatifs qui peuvent prendre la forme d'un classeur à feuillet mobile. Donc une fois ce cadre, juridique, je dirais, posé, on connaît, les règles générales, on connaît les fondations. On va rentrer un peu plus en détail dans l'organisation, juridique de la gouvernance, à savoir comment je peux, organiser le fonctionnement au quotidien de mon, association. Alors tout d'abord, ce qu'il faut, savoir, c'est ce que Cyril vient de dire et je vous ai dit, on le répétera plusieurs fois, à plusieurs reprises. Les statuts et les règles de fonctionnement d'une association sont librement déterminées par les statuts. Les statuts, c'est la règle du jeu. La règle du jeu, c'est vous qui allez la fixer, c'est vous qui allez l'écrire. On a vu précédemment qu'il y avait 5 mentions obligatoires dans les statuts. Une fois que ces 5 mentions sont posées, c'est à vous d'écrire vos règles de fonctionnement.
Une seule contrainte, c'est doter la personne, donc doter l'association d'au moins un représentant pour que ce dernier puisse exercer les droits dont jouit l'association. Donc ça, c'est un premier sujet. Par conséquent, vous avez donc une grande liberté statutaire dans l'organisation et le fonctionnement de votre association. C'est à vous de décider ou pas si un bureau doit être créé, si un conseil doit être créé, quelles sont les règles des assemblées générales. Le bureau n'est pas obligatoire, le conseil non plus, on va y venir. Dans tous les cas, et le sujet qui nous paraît important, c'est d'avoir une définition précise dans ces statuts des pouvoirs de décision, des pouvoirs d'exécution et des pouvoirs de contrôle, et surtout d'avoir des statuts qui sont adaptés à votre structure, adaptés à votre organisation, adaptés à votre mode de gestion, en faisant attention aux statuts types que l'on peut glaner sur Internet et qui seront soit trop lourds, soit pas assez organisés pour gérer votre association. Donc, le grand principe est là. Si on rentre dans le détail, le bureau, là encore, je le dis, je le répète, hein, le bureau, ce sont les statuts ou le règlement intérieur qui fixe librement sa composition. C'est à vous de décider qui est membre du bureau, qui le compose, quelles sont les prérogatives d'un bureau. En règle générale, et c'est ce qu'on voit le plus souvent, le bureau est composé d'un président, d'un trésorier, d'un secrétaire, avec éventuellement un ou plusieurs vice-présidents qui ont pour objectif d'assister le président ou surtout de le représenter lorsqu'il est empêché. On peut également avoir un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint. Le bureau, qui n'est pas obligatoire, une fois de plus, doit faciliter la bonne gestion de l'association. Ce qui me Alors, ce qui est semble également... important, oui. Vas-y, je t'en prie. Ce qui est important au niveau du bureau, c'est de permettre des délégations éventuelles entre les membres de manière à ce qu'il n'y ait pas de blocage dans le fonctionnement de l'association si une personne est absente. Et ce qui est également important, c'est de veiller à l'absence de doublons entre le bureau et le conseil d'administration. Dès lors qu'un bureau est prévu dans les statuts, il est là pour, je dirais, gérer de manière différente l'association que ce que ferait le conseil d'administration. Il n'est pas là pour faire exactement la même chose. Donc, qui dit bureau dit des pouvoirs propres au bureau et un conseil avec des pouvoirs différents. Et comme le dit Cyril, effectivement, attention aux délégations qui peuvent être mises en place. On fera un focus un peu plus après, quelques slides après. Le bureau peut également être donc un organe plus restreint du conseil d'administration, hein, plus réactif, plus adapté aux structures. On peut imaginer la grosse association qui emploie peut-être 800 personnes. Là, il nous paraît nécessaire qu'elle soit dotée d'un bureau parce que le bureau va peut-être se réunir tous les mois pour gérer les affaires quotidiennes et courantes. Et le conseil d'administration peut se réunir tous les trimestres, par exemple. Une association beaucoup plus réduite, je pense par exemple à une crèche. Là, on peut imaginer que le bureau n'est peut-être pas nécessaire et on peut directement faire un conseil d'administration qui se réunit une fois tous les 3 mois, par exemple. Donc, voilà. Le bureau doit vraiment être doté de pouvoirs propres, différents de ceux du conseil. Et le bureau est plutôt animé dans l'esprit de la gestion des affaires courantes de l'association dans une limite statutaire. Qui dit bureau, donc dit généralement conseil d'administration. Donc là encore, à l'instar de ce qu'on a vu sur le bureau, le conseil d'administration, il faut se rapporter aux règles qui sont écrites dans les statuts et éventuellement dans le règlement intérieur. Il doit être précisé le cadre de fonctionnement du conseil d'administration, comment il se réunit, de quelle manière, comment je le convoque, est-ce que je peux faire une visioconférence, est-ce que je peux faire une conférence téléphonique, une consultation écrite. On fera un petit focus un peu plus tard là-dessus. Quels sont les nombres d'administrateurs qui sont membres du conseil? Est-ce que j'ai un nombre minimum? Si j'ai un nombre minimum, c'est-à-dire qu'il faut forcément le respecter. Si j'ai un nombre maximum, c'est un maximum, mais du moment qu'il est supérieur au minimum, si je dis dans une limite de 20, si j'en ai 15, je suis tout à fait dans les clous. Quel est le mode de désignation du conseil d'administration? Est-ce qu'il est désigné en AG? Est-ce qu'on a des membres de droit? Comment on peut faire jouer les règles de cooptation, la limite dans la durée des fonctions. Je peux faire un mandat, 2 mandats, 3 mandats, les limites d'âge aussi, durée des fonctions, est-ce que je peux me faire représenter, le nombre de procurations autorisées, les règles de convocation, tout ça, c'est un peu un espèce d'inventaire à l'après-vert, mais
tant que tout va bien, il n'y aura pas de problème. Malheureusement, le jour où il y a un petit grain de sable qui vient qui vient se mettre dans le système, là, on va se référer à ce qui est écrit et il faut que ce qui est écrit soit écrit de manière précise. C'est ce qui permettra le bon fonctionnement de l'association, notamment lors d'une crise qui peut arriver à tout moment. En règle générale, le conseil d'administration a compétence pour les décisions importantes et annuelles. Les statuts, je reviens encore à ce sujet des statuts, les statuts doivent préciser les pouvoirs qui sont dévolus au conseil d'administration en règle générale. Et là encore, ce n'est qu'une idée, hein, c'est pour illustrer. Le conseil peut avoir pour pouvoir l'action en justice. Il doit être là pour mettre en œuvre les orientations stratégiques. J'achète tel, je décide d'investir, la politique d'investissement, les budgets prévisionnels et l'arrêté des comptes. On y viendra également un peu plus tard. Sachez également qu'au sein du conseil d'administration, on a la possibilité de créer des collèges qui ont chacun des droits ou des fonctions spécifiques, comme les comités scientifiques, par exemple. Si Cyril, si tu veux illustrer peut-être ce sujet. Oui, il peut y avoir en fait d'autres types d'associations comme les ALEC ou les ASQUA, les associations de surveillance de la qualité de l'air, qui peuvent comprendre dans leur sein des collèges spécifiques euh, euh, qui relèvent effectivement soit des fondateurs, soit des salariés, soit de euh, tout ce qui est en fait région, surveillance comme l'ADEME, etc. Donc on a Donc parlé du bureau. oui, au niveau de la réunion des conseils d'administration, bah, le nombre de réunions du conseil d'administration, c'est généralement une réunion tous les trimestres pour ce qui est du conseil d'administration, alors que le bureau, en fait, ce sont des réunions beaucoup plus fréquentes, au moins une réunion par mois. Donc, on vient de voir le rôle du bureau, on vient de voir le rôle du conseil d'administration. Vous allez me dire, il manque une personne là-dedans, effectivement. On n'a pas encore parlé du président. Et dans cette organisation, quel est le rôle du président? Tout d'abord, et là encore, on en revient au cadre statutaire, et le rôle, les pouvoirs du président sont librement prévus dans les statuts, d'où l'intérêt d'avoir des statuts qui soient clairs et bien définis. Il a généralement en charge la convocation du bureau, du conseil d'administration, de l'Assemblée générale, dont il assure, sauf empêchement, la présidence, tout parfois l'intérêt d'avoir des vice-présidents. Si les statuts le prévoient, il peut également donc représenter l'association dans tous les actes de la vie civile. Attention, en l'absence de stipulation statutaire qui lui conférerait donc le pouvoir de représenter l'association, le président ne peut agir au nom et pour le compte de l'association que si un pouvoir lui a été délégué de manière ponctuelle ou permanente. Donc attention, on en revient au sujet de la délégation de pouvoir, attention clairement à la définition du rôle du président. Sachez également qu'on a la possibilité de créer un poste de président d'honneur, de past président, on peut les appeler comme on veut, hein, il y a plusieurs noms possibles. Et là encore, ce seront les statuts qui pourront prévoir cette possibilité. Ce qui nous semble également important, c'est de rappeler, et c'est parfois des erreurs que l'on peut rencontrer, si on illustre le sujet du licenciement, par exemple, ce n'est pas parce que on est président de l'association qu'on a le pouvoir de licencier. Attention au formalisme, attention à la signature de la lettre de licenciement, attention également à la cession d'un immeuble, par exemple. Le président ne peut pas décider de tout. Pour les licenciements, il faut regarder au sein des statuts qui a clairement le pouvoir de licencier. On a le sujet de du parallélisme des formes. Celui qui a le pouvoir d'embaucher peut avoir le pouvoir de licencier. Là encore, il faut vraiment se rapporter au statut. On a un article qui est en ligne, donc on vous y renvoie bien volontiers. Un licenciement qui serait fait par la mauvaise personne sera jugé par les tribunaux comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre bien entendu la voie à des indemnités. Donc attention au dépassement des prérogatives du président. Oui, comme le dit Frédéric, ce qui est important, c'est que le président n'a pas tous les pouvoirs et il doit référer de ses actions au préalable au conseil d'administration en général, qui doit lui donner délégation pour réaliser ses actes. Cyril, quelques mots sur les Alors, délégations. voilà, donc on parlait de délégation. euh,
il est important que les statuts ou le règlement intérieur précisent les délégations. Le bureau et les membres n'ont pas la possibilité d'être présents chaque jour au sein de l'association pour exercer les pouvoirs qui sont précisés dans les statuts. C'est pour ça que lorsqu'il y a un directeur salarié au sein de l'association, on peut retrouver des délégations de pouvoir du bureau à des salariés, à un directeur salarié, puisque cette délégation de pouvoir, c'est un outil efficace pour faciliter la prise de décision et le fonctionnement de l'association au niveau du courant de l'association. Donc, ce transfert de pouvoir à travers la délégation du délégant sur le délégataire entraîne automatiquement un transfert de responsabilité pénale. Donc, ça, c'est important. Euh, Même si le délégant reste tenu d'une obligation de vigilance sur les pouvoirs qu'il a confiés. Donc, il peut y avoir donc délégation, comme on a vu, d'un membre du bureau à un autre membre ou à un salarié, généralement le délégation. Donc il y a une chose, c'est qu'il ne faut pas confondre la délégation de pouvoir, puisque la délégation de pouvoir, c'est la possibilité de prendre des décisions, euh, et délégation de signature qui est uniquement l'acte de validation sur un document juridique euh, d'une décision qui a déjà été prise en amont. Une délégation matérielle de signer et rien d'autre. Donc, au niveau des délégations, il est aussi important qu'elles soient écrites, nominatives, en précisant la personne qui a ce pouvoir et précise et délimitée dans le temps. Donc, on vous conseille de rédiger ces délégations de pouvoir lorsque elles sont mises en place. Donc, ce qui nous paraît important d'être retenu jusqu'à présent sur cette première partie de la présentation, c'est de fixer des rôles précis à chaque organe, bureau, conseil, président, sans que on en ait un qui exerce les mêmes prérogatives que l'autre. Il faut une répartition des pouvoirs qui soit claire et précise. Dès lors que les choses sont confuses ou peu encadrées, ça va donner lieu à des interprétations. Et il faut mettre en place des délégations de pouvoir dans l'objectif d'une organisation utile parallèlement au statut. Voilà, il y a sans doute d'autres sujets qui vous paraissent importants, mais nous, on voulait vraiment insister sur ces 3 points, le rôle différent de chaque organe, la répartition de pouvoir claire et les délégations de pouvoir à mettre en place. Si on parle maintenant de l'assemblée générale, donc on va évoquer l'assemblée générale d'une manière générale, puis un peu plus précisément l'assemblée générale ordinaire et l'assemblée générale extraordinaire. Tout d'abord, que dire? Vous le savez tous, l'Assemblée générale, c'est le grand moment de rencontre de la vie associative. C'est ce jour-là que l'on convoque, que l'on invite tous les membres à venir, à se réunir donc autour d'un point annuel sur l'association. C'est généralement également l'occasion de prendre un pot tous ensemble. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, et bien entendu, ce n'est surtout pas quelque chose que l'on va conseiller, mais l'Assemblée générale annuelle n'est pas obligatoire selon la loi de 1901. Donc c'est à vous, au sein des statuts, de créer cette Assemblée générale. 99. Alors, Oui, oui, en complément de ce que dit Frédéric, effectivement, mais il faut prévoir un organe qui aurait les mêmes pouvoirs que l'Assemblée générale, donc un organe qui permettrait en fait une délibération de la part des membres. Donc ça pourrait être également le conseil d'administration qui aurait ce rôle-là. absolument. C'est très rare, mais on peut le voir. Donc la loi prévoit donc la tenue de l'assemblée générale dans certains cas. Donc on a des cas de tenue d'assemblée qui sont clairement et nommément cités par la loi. On en a repris 3. Donc une assemblée générale doit approuver les comptes annuels des associations tenues d'en établir et de désigner le commissaire aux comptes. Donc ça c'est la loi qui le fixe. Vous n'avez pas le choix. Donc il faut une assemblée générale. C'est également l'assemblée générale qui permet d'obtenir un agrément ou une subvention. Et c'est également l'Assemblée générale qui permet de statuer sur le rapport d'alerte du commissaire aux comptes, notamment en cas de difficultés financières au sein d'une association. Il y a d'autres cas, on n'est pas rentré dans le détail, mais voilà, certains cas sont clairement précis, clairement indiqués dans la loi.
Donc, à vous d'organiser votre assemblée générale statutairement. Également, certaines associations réglementées, notamment en matière de culte, de fédérations sportives, etc., sont également obligées de tenir des assemblées générales. Le focus, nous, ce qui nous paraît important, c'est d'une manière, en pratique, on vous conseille de tenir une assemblée générale au moins une fois par an. C'est l'occasion de faire un point tous ensemble et de rendre compte à l'ensemble des membres de l'association. Si on rentre un peu plus dans le détail, quelles seront les différences entre mon assemblée générale ordinaire annuelle et mon assemblée extraordinaire? Donc, la compétence de l'assemblée générale sera celle qui dépasse l'administration courante de l'association et on va retrouver au sein de cette assemblée générale l'approbation des comptes, le rapport moral, le rapport financier, la fixation du prix des cotisations, la nomination et la révocation des administrateurs, ils sont nommés en assemblée, dans le silence des statuts, la révocation également du président par l'organe qu'il a nommé. Voilà. Également, Généralement, c'est le conseil d'administration. absolument, puisque par définition, le président est avant tout administrateur. Et c'est également l'Assemblée générale qui peut avoir vocation à modifier les statuts. Tous les membres doivent être convoqués, ça c'est important. Une assemblée générale, par définition, elle convoque tous les membres et non pas certains ou pas du tout parce qu'on veut la tenir en petit comité. Ça, ce sont des règles de nullité extrêmement importantes. Une assemblée générale, tous les membres sont convoqués, sauf, bien entendu, dispositions statutaires contraires avec un ordre précis et encadré, un ordre du jour précis et encadré, ordre du jour qui a été préparé par le conseil d'administration. Donc, attention aux règles de non-respect, au non-respect pardon, des règles de convocation. Sachez qu'une convocation qui est effectuée par une personne non habilitée, une convocation qui est faite hors délai ou hors formalisme, sera considérée comme irrégulière. Qui dit convocation dit irrégulière, on aura forcément une nullité de l'Assemblée. Toujours en manière d'assemblée générale ordinaire annuelle, on peut se poser la question, par exemple, d'un quorum. On va revenir après sur les règles de quorum et de majorité. Mais comment se passe une assemblée pour laquelle un quorum n'est plus un cours d'AG? Ce sont des cas pratiques que l'on peut voir arriver souvent. L'assemblée est convoquée à 18 heures. Plus ou moins tout le monde est là. Le quorum est atteint. Et en cours d'assemblée, parce que ça dure un peu, c'est 20 heures, les gens commencent à partir. Et à 20h10, j'ai trop de membres qui sont partis et mon quorum n'est plus atteint. Comment vous devez gérer ça? Ah ben là, c'est très simple, hein, le quorum n'est plus là, l'Assemblée doit s'arrêter et c'est la responsabilité du président de mettre fin à l'Assemblée. Tout ça doit être clairement aussi indiqué, ces règles de quorum, on va y venir dans les statuts. Frédéric, je crois Ouais, qu'il faut accélérer un peu. pas de souci. L'Assemblée, on doit également tenir une assemblée avec un ordre du jour qui a été fixé par l'organe collégial et le conseil. Donc ça, c'est un organe du jour précis, un ordre du jour précis auquel il faut veiller. Au préalable, vous devez communiquer le rapport moral, le rapport financier, le budget prévisionnel, le texte des résolutions. Souvent, celui-ci manque. Le texte des résolutions est important. Et le texte des résolutions, on va parler de l'approbation des comptes, on va donner quitus à la présidence, on va affecter le résultat. On va parler de conventions réglementées, de renouvellement des mandats du commissaire aux comptes, des administrateurs. Et bien sûr, il faudra penser à faire la lecture de tous ces rapports financiers, moraux et rapports des commissaires aux comptes. Donc l'affectation du résultat, juste pour revenir là-dessus, c'est un point qui est très important parce qu'on se rend compte en pratique que l'affectation du résultat est généralement omise et elle est passée très rapidement. Donc il faut que le résultat, l'excédent ou la perte soit affecté sur un poste des capitaux propres, que ça soit le report à nouveau, c'est généralement en fait cette affectation, ou sur un compte de réserve spécifique pour le projet associatif. Donc, dernier sujet sur les assemblées générales. Donc, on a l'assemblée générale extraordinaire. À notre sens, elle doit se tenir en fonction de l'importance du sujet de la réunion. Une modification statutaire, la vente d'un immeuble, par exemple, hein, ou la dissolution, bien entendu, de l'association. Sur l'ensemble de ces sujets, nos conseils, ils seront à l'ordre de 2. Il faut prévoir un toilettage régulier des statuts pour qu'ils soient à jour en fonction, je dirais, des temps. Hein. On voit encore trop souvent des statuts d'association qui datent de 1956.
et également penser à introduire lors de cette revue des statuts les moyens modernes, hein, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui ils sont courants, mais les moyens modernes de tenue des assemblées, les visioconférences, la réunion téléphonique, le vote par correspondance notamment, si ce n'est pas prévu dans les statuts, vous ne pouvez pas y avoir accès. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, les règles qui avaient été introduites au moment du Covid sur la possibilité de tenue des assemblées en visio, aujourd'hui sont terminées, hein, puisqu'elles avaient une durée limitée. Donc si vous voulez continuer à tenir conseil, assemblée et surtout conseil ou bureau en visio, il faut que ce soit prévu dans les statuts. Également, on vous suggère de faire un suivi attentif des mandats et des durées de fonction. Là également, on va se référer à ce qui est prévu dans les statuts. Quelle est la durée des fonctions que vous donnez à chacun des administrateurs? Est-ce qu'on est sur des mandats de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans? Comment je peux organiser un roulement efficace au sein de mon conseil d'administration? Un renouvellement triennal, par exemple, par tiers est quelque chose de bien que l'on peut conseiller. C'est un usage que l'on voit souvent, comment dire, une rotation régulière des administrateurs. Voilà. On vous conseille également d'avoir toujours un peu en stock ou sous le coude quelques personnes qui seraient intéressées par intégrer l'association pour éviter de se retrouver à un moment ou à un autre avec un nombre d'administrateurs qui serait inférieur au nombre statutaire. Donc là également, on voulait évoquer avec vous les échéances et le process d'arrêté de compte. Ici, vous avez donc devant l'écran ce qui nous semble être une bonne pratique d'organisation et convocation d'un process d'approbation de compte dans une assemblée. Donc vous allez avoir tout d'abord la convocation de l'organe collégial avec le délai raisonnable, hein, c'est-à-dire l'organe collégial, ce sera par exemple le conseil d'administration. Ce dernier est convoqué par la bonne personne, généralement le président. Il va arrêter les comptes. Je rappelle que les comptes, c'est un bilan, compte de résultat et une annexe. Pour les soumettre à l'Assemblée générale, c'est également le Conseil qui va établir le rapport moral, le rapport financier et bien entendu le texte des résolutions, on vient d'en parler. Une fois que le Conseil d'administration a statué, on va envoyer les convocations. Là encore, on va parler de délai raisonnable, soit statutaire, soit un délai raisonnable. Ce n'est pas du jour au lendemain. On va envoyer donc la convocation à l'ensemble des membres de l'association avec la documentation nécessaire. À vous de voir également comment cela peut être fait, mise à disposition sur Internet, envoi papier. Je vous renvoie aux règles statutaires. Je rappelle que le commissaire aux comptes, si vous en avez un, doit être convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception. Là, c'est la loi qui le dit, sous peine d'une irrégularité de l'Assemblée générale, sa nullité, avec quand même un risque pénal qui est pas, qui est pas neutre. Donc ça, c'est un sujet à ne pas oublier. Également à vous de tenir l'Assemblée générale avec tout son formalisme et derrière, pensez à faire le dépôt des comptes lorsque c'est requis. Alors, ce qui est important aussi, c'est que le PV d'Assemblée générale soit signé par le président et par le secrétaire général de l'association. Ce qui veut dire qu'il doit être rédigé, parce que parfois on voit des PG qui sont rédigés bien trop tard. Pensez à rédiger le procès verbal dans la foulée de cette assemblée ou de la réunion. Petit focus pratique également, on pourrait imaginer le cas d'un conseil d'administration qui se tient à 18h pour arrêter les comptes et suivi de l'assemblée à 19h qui va approuver les comptes. Je l'ai vu, personnellement. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est valable? Est-ce que c'est pas valable? Là encore, on va devoir se référer aux statuts. Que disent les statuts? Dans le silence des statuts, on pourrait imaginer que c'est envisageable. Ça nous paraît compliqué, notamment si l'association possède un commissaire aux comptes, puisque ce dernier fera le rapport à 18h55. Donc, en pratique, on vous conseille vraiment d'organiser 2 réunions séparées avec un délai suffisant justement entre ces 2 réunions pour prévoir une véritable vie démocratique au sein de votre association. Cyril, que faisons-nous une fois que l'Assemblée s'est tenue? Alors, quelles sont les formalités après l'Assemblée générale? Donc, on va tout d'abord commencer par la création d'une association. La signature des statuts fait acquérir la capacité juridique à l'association avec la publication d'un extrait de la délibération au journal officiel des associations et des fondations. Donc,
Pour ce qui est de la publication du dépôt des comptes, puisque c'est souvent une question qu'on se pose, est-ce que les PV d'Assemblée générale doivent faire l'objet d'une publication? Donc cette publication, elle est obligatoire ainsi que le rapport du commissaire aux comptes à la DILA dans les 3 mois de l'approbation des comptes pour ce qui est des associations et fondations, lorsque ces associations et fondations euh, ont des subventions ou des dons supérieurs à 153 000 euros. Donc les autres associations échappent à ces formalités et ces obligations de publicité. Et pour tout ce qui est fonds de dotation, donc cette publication est obligatoire hors rapport du commissaire aux comptes. Donc on vous renvoie à notre article sur les formalités à réaliser et indispensables après votre assemblée générale. Ensuite, pour ce qui est du contenu de la convocation, on en a déjà un peu parlé, mais elle doit prévoir l'identification de l'association, la date de la convocation, la date, l'heure et le lieu de l'assemblée générale, l'ordre du jour de la réunion. Cet ordre du jour ne devrait pas être modifié en cours de séance, sauf pour ce qui est de la révocation d'un mandat d'administrateur, et elle doit être signée par l'organe qui en a pris l'initiative. Donc généralement, c'est le président qui va signer cette convocation. On vous renvoie aussi au statut pour les membres qui ont la possibilité d'adresser les convocations d'assemblée générale. Et généralement, la convocation prévoit toujours un sujet questions diverses. Questions diverses, on est sur des véritables questions diverses et non pas sur des sujets de fond qui devront faire, dans ce cas-là, l'objet d'une réunion complémentaire. Alors, les questions diverses ne sont pas une session de rattrapage au niveau de l'ordre du jour. Ça, c'est important parce qu'on voit souvent des assemblées générales qui se tiennent et on rajoute au point de l'ordre du jour une résolution qui manquait. Donc ça, ce n'est pas possible parce qu'à partir du moment où il y a vote, on ne peut pas traiter ce point à l'ordre du jour, dans les questions diverses de l'ordre du jour. Alors, en matière de règles de quorum et de majorité, donc il appartient au bureau de séance de s'assurer que l'Assemblée générale se tient conformément au statut dans les conditions de quorum requises. Donc ce quorum, il est en général de 50% des membres, ce qui permet en fait d'avoir une représentativité des membres au sein de l'organe délibérant. Par contre, la loi de juillet 1901 ne prévoit pas de quorum minimum. Donc, il y a une liberté de fixation du quorum dans les statuts de l'association. Donc, si cette première convocation n'atteint pas le quorum requis, on va procéder à une deuxième convocation sur une deuxième assemblée qui pourra être convoquée donc, à ce moment-là avec un quorum plus faible ou sans quorum du tout. On l'a vu déjà, le vote par correspondance ou par Internet doit être prévu par les statuts pour être mis en œuvre. Et dans le silence des statuts, seules des modifications statutaires qui auraient pour objet d'augmenter les engagements des membres doivent être adoptées à l'unanimité. Cyril, on a évoqué les associations, on a parlé quelques fois des commissaires aux comptes. Est-ce que tu peux nous rappeler justement, s'il te plaît, ces règles de nomination des commissaires aux comptes? Alors pour ce qui est de l'obligation de nommer un commissaire aux comptes, ce sont les associations qui perçoivent au moins 153 000 euros de subventions publiques, sauf tout ce qui est subvention européenne. Ce sont celles qui ont des dons pour un montant supérieur à 153 000 euros et qui ouvrent aux donateurs une réduction d'impôt dans le cadre du mécénat. Euh, Ce sont celles qui ont une activité économique et qui correspondent à 2 des 3 critères suivants. Au moins 50 salariés, au moins 3,1 millions de ressources et au moins 1,5 million de total de bilan. On le voit peu, mais ce sont celles qui peuvent émettre des obligations. Et aussi, ce sont celles qui ont des ressources financières qui dépassent 200 000 euros et qui rémunèrent au moins un administrateur ou un membre du bureau ou un dirigeant. Donc,
Pour tout ce qui est des associations qui n'ont pas nommé un commissaire aux comptes alors qu'elles auraient dû le faire, donc la prescription est de 5 ans. Donc il existe une possibilité de régularisation en nommant un commissaire aux comptes qui va effectuer une mission sur les 4 derniers exercices. Attention à la responsabilité du président sur ce sujet, hein, il faut être vigilant, et vigilant sur ces omissions. Oui, parce qu'en l'absence de commissaire aux comptes, c'est effectivement euh, une amende de 30 000 euros et un risque de délai d'emprisonnement de 2 ans. Une responsabilité pénale du président. Donc en pratique, et nous arrivons à la fin, nous, ce qui nous semble important, c'est que vous pensiez à faire une revue régulière de vos statuts. Ils doivent être adaptés à l'organisation de votre environnement, l'organisation de votre association. Il faut les toiletter régulièrement pour qu'ils soient à jour de moyens modernes, qu'ils soient à jour de ce que vous souhaitez instaurer comme règle de fonctionnement. Et également, ce qui nous paraît important, c'est de solliciter un regard extérieur qui aura justement ce recul nécessaire pour vous suggérer une bonne organisation des statuts. Cyril, également, si tu veux rajouter un petit mot. Oui, en fait, la rédaction des statuts, c'est une période relativement lourde puisque ce sont des réunions successives, mais avec un nombre restreint de personnes qui vont se pencher sur cette rédaction. Et ensuite, le mieux, c'est de faire lire ces statuts par un regard extérieur qui verra effectivement des anomalies ou des corrections à apporter. Voilà, donc on vient d'aborder toute une série de thématiques. On vous renvoie à notre site spécialement dédié à l'économie sociale et solidaire, donc sur le site Inextenso. On vous renvoie également sur ce site, vous trouverez tout un tas d'articles et d'e-books qui ont été évoqués sur ces diapositives. N'hésitez pas, la documentation étant téléchargement. Il est 9h47, on a 2 minutes de retard. Solène, je te Ouais. passe pour les questions. Oui, alors je vais vous, il y a eu plusieurs types de questions, donc on va essayer de les regrouper dans des, dans des thématiques qui sont, similaires. On va d'abord parler des présidents, du rôle du président. Il y a une première question qui était, si le président n'a pas la capacité, par défaut, d'engager l'association, qui en a le pouvoir si les statuts ne mentionnent rien? Dans l'hypothèse où on a des statuts qui sont, mal rédigés. Qu'est-ce qui se passe quand ça n'a pas été, défini clairement pour le président? Mais en général, il faut une convocation, enfin, il faut que le conseil d'administration donne pouvoir au président pour engager l'association. Donc, c'est le meilleur moyen de protéger le président sur les actes qu'il va réaliser au nom de l'association. À défaut de conseil, assemblée générale. Si on n'a pas de conseil d'administration, mais effectivement, s'il n'a pas de délégation, il faut qu'il en soit formellement doté. OK, merci. 2e question sur, les présidents et là, c'est peut-être ça en rebondissant sur ce que l'un d'entre vous a dit, quelle est la différence entre, un vice-président et des éventuels coprésidents? Alors, tout dépend du type de rédaction des statuts, mais en général, les vice-présidents ont les mêmes pouvoirs que le président. Et les coprésidents peuvent avoir les mêmes pouvoirs entre eux. Je pense que c'est une terminologie différente pour une fonction qui est plus ou moins similaire. À mon sens, le rôle des vice-présidents ou des coprésidents sera de représenter l'association lorsque le président est en vacances, est empêché ou est malade. Ouais. Ouais, en gros, c'est vraiment, un rôle qui peut être mis en place s'il y a un intérêt dans l'association. En tout cas, c'est absolument pas une obligation de le mettre en place. C'est pas une obligation. Après, c'est peut-être aussi un conseil intéressant. On peut tous être absents parce qu'on est en vacances. Ça, c'est plutôt agréable. On peut être tous absents parce qu'on est malade. Et il faut quand même penser à l'association qui doit continuer d'exister pendant une absence plus ou moins prolongée. Donc, c'est vrai que d'avoir des vice-présidents avec ces pouvoirs permettant de représenter l'association et permettant d'exercer la présidence, ça peut être important, notamment dans des associations structurées qui emploient beaucoup de personnel.
Oui, et ça concrétise la nécessité d'avoir un système de délégation au sein de l'association, en l'absence effectivement du président en titre. Il y a des relais qui sont mis en place à travers les vice-présidences. Ok, merci. Alors, on va changer un petit peu de sujet. Là, c'est plutôt sur la délégation de pouvoir et je pense que c'est important de repréciser cet élément. La question est la suivante. Pour une délégation de pouvoir, faut-il vraiment qu'elle soit nominative, donc avec le nom et le prénom de la personne qui est concernée, ou alors il faut juste nommer la fonction en fait sans mettre enfin, est-ce que c'est suffisant de mettre juste la fonction, par exemple, je donne une délégation au trésorier, ou voilà. Est-ce qu'il faut que ça soit impérativement nominatif pour une délégation de pouvoir? Moi, je pense que c'est préférable effectivement que ça soit nominatif parce qu'à partir du moment où la personne quitte l'association, cette délégation tombe de fait. Et sachant aussi que pour les tiers qui vont devoir gérer cette délégation, notamment les banques, il est préférable que cette délégation soit nominative. Oui, Je je suis pense que ça c'est... exactement du même avis. Voilà, je partage également. Ok, alors après, on va plutôt passer là sur la partie euh, Assemblée générale, parce qu'il y a eu pas mal de questions sur le sujet. Euh, alors, il y en a une, et je reviens là-dessus parce qu'il y a eu plusieurs questions. Il y a une sur la question des réunions en visioconférence. Donc, vous avez bien précisé que si les statuts ne le permettaient pas, il n'y avait pas la possibilité d'organiser maintenant des réunions en visioconférence, puisqu'il n'y a plus d'application des règles Covid. Quelqu'un pose la question, est-ce que c'est les statuts qui doivent prévoir cette possibilité, ou est-ce que le règlement intérieur est suffisant pour prévoir justement ces réunions en visioconférence? Bah, pour que le règlement intérieur soit applicable en la matière, il faudrait que les statuts renvoient au règlement intérieur en matière de réunion des assemblées générales. Si ça n'existe pas dans les statuts, à mon sens, ce n'est pas possible. Il faut qu'à un moment ou à un autre, les statuts, ils sont approuvés, ils sont validés par une assemblée générale. Donc, il faut qu'on puisse avoir le lien entre le règlement intérieur, les statuts et cette approbation collective. Et dès lors que ce lien existe, effectivement, les règles d'organisation peuvent, à mon sens, tout à fait être prévues dans le règlement intérieur. Alors, ensuite, sur la partie Assemblée générale, on nous demande si la convocation pour l'Assemblée générale peut être transmise par mail collectif. Règles Bah, tout statutaires. dépend des statuts. Confère, règles statutaires, à vous de l'organiser ainsi. On peut comprendre qu'une association qui aurait 800 ou 1000 membres ne peut pas faire un envoi de lettres une à une, donc une convocation par mail, c'est tout à fait logique et cohérent. Encore faut-il que ce soit prévu dans le règlement intérieur ou les statuts. Alors là, je rebondis, il y a quelqu'un qui vient juste de poser la question, mais qui du coup est en lien. Qui doit prendre, enfin voilà, qui doit prendre le règlement intérieur? Est-ce que c'est le conseil d'administration? Est-ce qu'il doit être, ou le règlement intérieur doit-il être approuvé par l'Assemblée générale? À mon sens, le règlement intérieur doit être approuvé en assemblée générale, oui, tout à fait. Mais il doit être préparé par le conseil, hein. C'est quand même un sujet assez lourd qui demande un peu de temps. Donc, je pense que le conseil doit débattre sur un règlement intérieur. Et une fois qu'on arrive à un projet abouti, ce règlement intérieur doit être présenté et voté en assemblée générale. Mm. Ok. Pardon, et dans ce cas-là, si on veut pousser l'exercice démocratique jusqu'au bout, je pense qu'il peut être intéressant de faire un groupe de travail qui va proposer et travailler sur un règlement intérieur qui après sera validé par le CA et voté en AG. Mm. Ok. Sur les assemblées générales, on a aussi une question sur qui on doit inviter. Alors, donc, vous avez précisé, hein, que le délai de convocation, il était prévu par les statuts et qu'en tout état de cause, il devait être raisonnable. Donc, il ne faut pas convoquer du jour au lendemain en règle générale, hein, il y a quand même un délai à prévoir.
Et là, c'est sur voilà, qui on va convoquer. Là, la personne nous dit, pour une assemblée générale sur l'année 2022, doit-on inviter les adhérents 2022, même s'ils n'ont pas pris leur adhésion pour l'année 2023? Pour moi, on Les va adhérents 2022, ce sont ceux en fait qui ont cotisé en 2022 sur l'exercice 2022. Donc, ce sont ceux-là qui doivent être convoqués pour l'Assemblée générale 2023, si j'ai bien compris la question. Oui, je pense qu'en effet, c'est ça, hein, est-ce qu'on doit inviter, les adhérents de 2022 pour, approuver les comptes et l'activité de 2022, même si l'assemblée générale se tient en 2023? Je pense que c'est ça la question. attention également à la notion d'adhérent à jour ou pas à jour de cotisation. On le voit souvent dans les assemblées générales. Là Mmh. aussi, confère statut. Autre question, qui était, sur la signature des PV. Vous avez donc, dit qu'il y avait, il était préférable donc d'avoir un délai entre les 2 réunions, par exemple CA puis AG. Là, il y a une question un peu plus pratique. Si on a, par exemple, 2 réunions du même organe, je suppose, hein, est-ce que le procès-verbal de la première réunion peut être signé avant d'avoir été validé dans la réunion suivante? Vous savez, avec ce processus de, validation des procès-verbaux d'une réunion à une autre. Ce qu'on trouve en pratique dans les associations, c'est que les procès-verbaux ne sont pas signés tant qu'effectivement ils n'ont pas été approuvés par l'organe suivant. Donc, je pense que c'est le meilleur moyen effectivement d'avoir l'accord de tous sur la rédaction du PV. Après, effectivement, si on a 2 conseils d'administration qui se suivent à 1 heure près pour je ne sais quelle raison, on sera sur des cas particuliers où matériellement, oui, on n'a pas le temps forcément de rédiger et de faire relire, le PV précédent de la réunion qui aura eu lieu une demi-heure ou 3/4 d'heure, avant. Mmh. Et alors, là, il nous reste assez peu de temps. Je pense qu'il faudrait peut-être refaire un tout petit point, sur la partie, justement, CAC. Là, je vois, il y a une question qui vient de tomber. Il y a des questions sur le seuil, de 153 000 €. Donc je pense que c'est pas mal de peut-être de repréciser. Les 153 000 €, ce seuil, est-ce que c'est un cumul subvention publique plus don ou est-ce que c'est l'un ou l'autre? Alors, pour ce qui est en fait de la distinction subvention et don, c'est effectivement le dépassement de 153 000 € de subvention ou le déplacement de 153 000 € de don. Ce n'est pas le cumul des deux. Précision importante également, sur la date de nomination du commissaire aux comptes. Lorsque l'on dépasse le seuil des 153 000 € de subvention, la nomination du commissaire aux comptes doit intervenir l'année du dépassement et non pas, je dirais, au cours de l'assemblée générale qui approuvera les comptes, ou Postérieurement. Mm. voilà, postérieurement. Donc si en 2022 vous avez reçu 150 000 € tout rond de subventions, vous n'avez pas nommé de CAC. Si en 2023 vous avez reçu 155 000 €, vous devez donc déjà piloter, cela et l'anticiper et vous devez nommer un commissaire aux comptes en 2023 pour qu'il puisse approuver les comptes de l'exercice clos au 31/12/2023. Attention, c'est un sujet qui est souvent, omis ou mal perçu. C'est vraiment l'année du dépassement qu'on doit nommer le commissaire aux comptes et à défaut, on respecte pas la loi, hein. Très bien. Mais écoutez, vu qu'on est arrivé à l'heure, à l'heure de fin de ce webinaire, on a essayé de répondre à la majorité des questions et on reviendra éventuellement vers vous si on a les coordonnées pour pouvoir, préciser les points qui sont restés en suspens dans le fil de discussion. Je vais laisser le mot de la fin à Frédéric et à Cyril et moi je vous remercie heu, d'avoir été présents aujourd'hui. Un grand merci à tous pour votre présence. N'hésitez pas donc à vous connecter sur le site ess.inextenso.fr, nous contacter. Pas mal de documentation, gratuite à votre disposition. N'hésitez pas, on est là pour vous accompagner. Cyril, je te laisse Alors, le nous espérons que ce webinaire aura permis de répondre à beaucoup de vos questions.
mais on reste à votre disponibilité pour effectivement des consultations plus approfondies. Bonne journée à tous Bonne et à très journée à bientôt. tous et à toutes. Au revoir. Au revoir.